Bien. Et ben on se dirige vers la dernière séquence de ces 2 journées de l'événementiel éco-responsable. Merci d'être encore là. Je sais que le programme était dense, qu'on est fatigué, qu'on vous a fait beaucoup travailler en plus. J'espère que les ateliers vous ont plu. En tout cas, nous, on est très contents. On avait des sacrées structures expertes autour de nous. Donc voilà, pour les enjeux, alors habituellement on fait une restitution dynamique tout de suite, mais ça décalait d'encore une demi-heure et ça ferait vraiment tard. Là, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va revenir sur les prises de notes et sur les différents experts qui sont venus à vous accompagner, et on publiera séquence par séquence. Donc on reviendra vers vous. De toute façon, vous êtes dans la base contact, donc vous aurez tout ça aussi. Ok. On va être sur la dernière séquence. Donc on a la chance et le plaisir d'accueillir France Festival avec nous. France Festival, c'est, comme son nom l'indique, la structure qui parle au nom des festivals. Vous en parlerez bien mieux que moi, toutes les deux. Donc je vous présente Marine Berthet. Je lis parce qu'il est tard et je ne veux pas me tromper. Marine Berthet, donc toi, tu nous expliqueras un peu. Tu viens du Festival Cordes en Balade et tu es aussi au CA de France Festival. Et Madeleine Gouttière, toi, tu travailles chez France Festival. Et ben écoutez, je vous laisse la parole à toutes les deux sur un petit tour de présentation rapidement. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et après, on ira dans le sujet plus profondément avec la présentation que vous nous offrez. Bonjour, est-ce qu'on a un petit clicker avec nous? Ah, le clicker. On va avoir une petite... Ah, il est là-bas, il est très loin. Non, mais du coup, je vais attendre parce qu'il va y avoir une petite tête qui vont s'afficher pour qu'on puisse se présenter. Le clicker. Ouais. J'ai jamais joué avec ça. Ah, c'est nous, chouette. Trop bien. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, de fait, Paul l'a dit, je m'appelle Madeleine Gouttière. Et pour ma part, je suis chargée de développement et d'administration chez France Festival. Ça regroupe beaucoup d'activités dans son poste. Mais la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis les questions de transition écologique au sein de France Festival. Donc voilà. Bonjour, donc moi je suis Marine Berthet, donc moi je m'occupe d'un festival Cordes en Balade qui a lieu en Ardèche. Vous avez peut-être vu ma collègue Marie lors des ateliers qui a participé d'ailleurs tout à l'heure, qui est responsable de projet de territoire. Et donc membre de cette fédération France Festival qui regroupe à peu près 80 festivals en France, donc on est sur toute la France, et membre aussi donc, du bureau de France Festival, puisque c'est une association. Et impliqué sur différents groupes de travail et notamment sur le travail autour de la transition écologique dont on va parler. Voilà. J'ai même fait une annonce de plan. Donc on va vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui, ça va être un peu long, mais n'hésitez pas à nous interrompre pour poser des questions en plein milieu s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. C'est la fin de la journée, donc on va essayer de rendre ça un petit peu dynamique quand même si vous voulez. Donc rapidement, on va quand même revenir sur ce que c'est France Festival et vous présenter ce que c'est qu'une fédération dans ce secteur-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire d'être une fédération dans le secteur culturel. Donc nos activités, on va faire un bilan de ce que ça a été d'être un festival en 2023. On a fait une petite étude économique de ce que ça a voulu dire. Donc les résultats ne sont pas nécessairement réjouissants, mais c'est bien que vous le sachiez. Et ensuite, on va parler plus précisément des activités de transition écologique que nous, on mène, qu'on suit, et là où sont s'inscrits, et aussi ce que font très concrètement les festivals adhérents. Donc, pour commencer, les actions de France Festival. Donc, une fédération, en gros, donc Paul l'a dit, on est une fédération on fédère des festivals en France. Qu'est-ce que ça veut dire de fédérer des festivals? Ça veut dire à la fois les mettre en réseau les uns les autres, les accompagner. Donc ça, c'est le travail de l'équipe et du CA. Et c'est aussi de faire un plaidoyer en faveur des festivals, enfin de porter la voix de nos adhérents. Donc très concrètement, en termes d'action, ça veut dire observer les festivals, faire des études, comprendre la réalité des acteurs qu'on représente, travailler auprès des politiques publiques, donc avoir un vrai rôle sur les politiques publiques qui peuvent avoir attrait au festival ou pas, mais du coup qui vont les toucher d'une manière directe ou indirecte, on va dire.
accompagner les adhérents, faire des rencontres professionnelles comme celle-ci. J'en ai fait beaucoup ce mois-ci. J'étais à Manchester la semaine dernière, mais aussi à Paris, mais aussi à Lyon avant et mais aussi à Lille. Donc ça fait beaucoup, mais ça nous permet de comprendre vraiment, de prendre la mesure du secteur à plein d'égards, de rencontrer beaucoup de personnes très inspirantes et d'en savoir toujours plus et de représenter aussi ce que nous on fait. Et puis après, se tenir au courant de ce qu'est l'actualité du secteur culturel et au-delà pour à la fois nous le savoir et tenir au courant nos adhérents. Et ensuite, on a tout un volet européen. C'est un peu ce que j'essaye de représenter avec mes trois petits cercles très, très mignons. Qui sont qu'en fait, on agit donc au niveau national, parce que ça s'appelle France Festival, c'est un peu la raison d'être de la fédération, c'est de représenter vraiment au niveau français les festivals, mais c'est aussi d'agir au niveau européen avec plein de partenaires. J'y reviendrai un peu plus tard parce que ça touche aussi nos réalités de transition écologique, l'Europe. Et aussi au niveau local, donc pareil, on y reviendra, mais aussi d'être toujours au plus proche des territoires. Donc c'est assez vaste comme activité, on ne s'ennuie pas. Donc qui sont les adhérents de France Festival ? On est 87 adhérents, on est même plus que 80, qui sont répartis sur tout le territoire français, donc hexagonal, qui sont... c'est écrit en tout petit, 87, c'est dommage. Mais qui représentent toutes les disciplines de spectacle vivant, et donc uniquement de spectacle vivant, c'est-à-dire que nos adhérents sont des festivals de musique, de théâtre, de danse ou pluridisciplinaires. Et donc, par exemple, on n'a pas de festival de cinéma ou de littérature, mais c'est déjà beaucoup, les festivals de spectacle vivant. Et donc de toute taille, on a des festivals, on y reviendra un petit peu dans le bilan économique, vous le verrez, mais on a des festivals très très grands, très emblématiques que vous connaissez certainement, et des festivals beaucoup plus petits qui représentent, enfin plus modestes, qui maillent réellement tout le territoire français. Donc on est vraiment sur toutes les échelles économiques. Donc là, je vais rentrer plus précisément dans ce qu'on fait au jour le jour. Donc là, par exemple, tout un volet sur l'observation. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez peut-être déjà entendu parler de France Festival. Je pense que pour le grand public, c'est peut-être la raison pour laquelle on nous connaît. Donc on fait beaucoup d'études. Là, celle qui est présentée là dans de très belles couleurs, c'est l'étude SOFEST, donc Empreinte sociale et territoriale des festivals, qui est une étude qui a été publiée en 2021. Qui a été présenté en plusieurs volets. Donc là, j'en ai présenté 4. Il y en a 4 qui sont marqués là, donc sur les bénévoles, les publics, les indicateurs, les festivals annulés, mais qui a aussi des volets qui ont trait à la communication sur les réseaux sociaux des festivals et sur la coopération. Donc ça, c'est une première étude qui a été menée sur un échantillon d'environ 200 festivals, je crois, uniquement du spectacle vivant, qui est disponible sur sur notre site internet en accès libre si vous voulez vous y rendre. C'est très intéressant. Et qui a ensuite été étendue en livre sur donc Festival, Territoire et Société, qui est en fait une extension de l'étude SOFEST qui nous a permis de creuser tous les sujets qu'on a évoqués, donc les données économiques et sociales des festivals, avec cette fois un échantillon de 1400 festivals et toutes disciplines confondues. Et ça a été publié donc en 2022. Pour le coup, c'est pas en accès libre, donc c'est un livre que vous pouvez acheter ou consulter sur les sites Kern pour les étudiants, s'il y en a qui sont ici, ou les chercheurs. Je vous le recommande parce qu'en réalité, c'est assez passionnant d'avoir de vraies données chiffrées sur ce que ça veut dire d'être un festival en France. Et enfin, la toute dernière qu'on a publiée en 2023, c'est donc une cartographie, c'est pas une étude, mais qui a eu comme vocation de recenser tous les festivals français. Et on en recense donc 7300. Et ça, pour le coup, vous pouvez aller vous rendre sur notre site, c'est pareil. C'est une étude qui a été menée, donc toutes ces études-là, c'est pas des études qu'on mène tout seul, c'est des études qu'on coordonne et qu'on a initiées, mais qu'on a menées donc avec nos partenaires, donc le ministère, le CNRS, le CEPEL, et j'en oublie peut-être d'autres. Enfin, le ministère, du coup, le service des études du ministère de la Culture. Donc voilà, donc tout ça, c'est un gros volet de nos activités et je vous invite à les consulter. Et du coup, sur la cartographie, j'y reviens, je me suis dit que je pouvais faire un petit focus sur l'Auvergne-Rhône-Alpes très rapidement pour qu'on sache encore une fois de quoi on parle quand on parle de festival en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait partie des sous-cartes qu'on peut trouver quand on creuse la cartographie.
On voit on a des festivals un peu partout. En fait, ce que cette cartographie nous a permis d'objectiver, et pas d'objectifier, c'est qu'il y a bien des festivals absolument partout. En Auvergne-Rhône-Alpes, pour un ordre de grandeur, il y a plus de 900 festivals, rien que sur la région, c'est beaucoup. Dont, je me suis notée, dont plus de 40% qui sont des festivals de musique. Oui, c'est ça, il y aurait plus de 400 festivals de musique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y en a 250 en métropole, et tout le reste, c'est dans toutes les autres zones d'Auvergne-Rhône-Alpes, qu'elles soient urbaines, rurales, périurbaines, tout ça. Donc voilà, donc, très rapidement, voilà, les études de France Festival vous permettent de savoir vraiment, il y en a beaucoup des festivals. Et je vais laisser la parole à Marine pour un retour sur nos actions phares et pour zoomer sur la tête de Roselyne Bachelot. Oui, non, c'est juste pour dire qu'il y a eu une étape essentielle suite au Covid, suite à l'annulation de tous les festivals en France en 2020. Il y a le ministère de la Culture qui nous a interpellés en disant qu'il y avait un gros trou dans la raquette au niveau du secteur culturel sur toutes ces annulations. Et ils n'avaient pas encore une notion de co-construction de la politique. Enfin, en tout cas, les festivals n'étaient pas encore considérés comme des acteurs culturels structurants du territoire. Ils n'en avaient pas une connaissance suffisante. Et donc, Roselyne Bachelot a convoqué les états généraux des festivals. Il y a eu une première étape à Avignon. Donc, ensuite, on a fait une étape intermédiaire à Nancy et une étape à Toulouse de restitution, donc, qui était le 1er décembre 2021. L'idée était de construire une politique concertée de l'État et des collectivités locales, notamment envers les festivals, de mieux les connaître et de voir comment il pouvait y avoir une reconnaissance, en tout cas, du fait festivalier et de son action sur le territoire. En quoi ça nous concerne? C'est qu'il y a eu un fonds festival créé par le ministère pour aider les festivals. Donc, ce fonds festival qui est normalement transitoire pendant 3 ans. Donc, on en est à la 2e année effective et en 2024, on en sera à la 3e année. Et est né suite aux États généraux avec une condition et la mise en place, et pour la première fois, donc, de cette charte de développement durable pour les festivals, comme encore pour l'instant une incitation à aller vers la transition écologique pour les festivals, mais bientôt une éco-conditionnalité de l'aide. Et en tout cas, dans les dossiers fonds festival, il y a un questionnaire très précis sur les actions en termes de gestes éco-responsables des festivals. Et donc, c'est un des premiers, d'ailleurs, documents qui est sorti officiellement du ministère de la Culture sur cette charte de développement durable, qui est d'ailleurs accessible sur le site, vous pouvez aller la voir, qui donne un peu une feuille de route de départ sur la transition écologique dans les festivals. Donc pour les festivals, ça a été un peu aussi une façon de vraiment se dire il faut s'y mettre quelque part et savoir comment y aller. Voilà, donc ça a été une grande étape. On va voir la suite, en tout cas, des opérations, mais on reste en lien avec le ministère sur l'observation de ce fonds festival, sur les études d'impact. On en est au tout début, mais on est en cours là-dessus. Voilà. Et donc j'ai participé, c'est pour ça que j'en parle, aux étapes de concertation pour mettre en place tous ces éléments-là. Oui, et donc l'éco-conditionnalité, on n'y est pas encore tout à fait encore, mais cette charte, c'est une charte à laquelle maintenant on peut adhérer du coup en obtenant le fonds festival. Et qui a été donc une charte assez pionnière dans le secteur. Donc on est assez fiers que la première charte de développement durable du ministère de la Culture ait été liée au fait festivalier. Et un petit peu, je dis grâce à nous, moi j'étais pas encore là, mais grâce à vous. Voilà. Donc l'idée, c'était de vous présenter un peu l'étude flash sur les festivals 2023. On a interrogé nos adhérents. On a eu un panel assez représentatif de toute taille, toute discipline, divers modèles économiques pour vous faire les premiers retours. Normalement, il y a marqué 60 et pas 0. Sachez-le. On a sondé plus que 0 festival. 60 donc sur les 87 membres de France Festival. Donc qu'est-ce qui ressort par rapport à ça? Il ressort donc une année, donc on est donc sur l'été 2023, donc un retour au niveau de la fréquentation, donc un retour de fréquentation en hausse pour 2 tiers des festivals.
Vous savez que la reprise post-Covid n'a pas été forcément facile pour les festivals, un peu en dents de scie, c'est-à-dire certains festivals ont eu beaucoup de monde, d'autres pas du tout, d'autres ça dépendait selon les soirées. Enfin bon, en tout cas, vraiment une fréquentation plutôt en hausse ou voire stable, donc un retour à nos pratiques antérieures, on va dire. Après, la question est plutôt, est-ce que c'est le même public ? Ça, c'est une question qui n'est pas forcément gérée par rapport à ça. Vous voyez la marge de 1100 spectateurs à 250 000 spectateurs, donc c'est juste pour vous donner le gap qu'il peut y avoir. Au niveau des budgets, pareil, un gap de 50 000 à 28 millions, mais surtout ce qui est à noter, 46% des festivals ont annoncé un déficit budgétaire. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous a marqué. On a essayé de le chiffrer actuellement à 1,4 million pour les festivals sondés. Donc, imaginez sur 7700 festivals, donc imaginez le déficit en fait cumulé qu'on pourrait projeter là-dessus. Et ça nous a beaucoup interpellés en disant, malgré le fait que la fréquentation est en hausse, on a un déficit qui se cumule entre tous les festivals. Donc ça, c'est quand même un fait qui nous interpelle et qu'on a communiqué, en tout cas. Oui. Juste sur ça, te confirmer dans ce chiffre assez catastrophique, mais c'est quelque chose qu'on a cité depuis 2 jours pour bien prendre en compte. Là, on demande beaucoup, en fait, au festival, au monde de la culture, du sport aussi. On leur demande beaucoup, surtout ceux qu'on voit moins. Et voilà, il y a une économie derrière, et puis une économie, je pense, qui a du sens aussi. Donc c'est quelque chose qu'on a rappelé tout le temps depuis 2 jours. Voilà, avec une augmentation des coûts. Enfin, après, on l'explique dans le détail, etc. Donc, d'ailleurs, justement, on arrive... après, on a questionné nos membres un peu quelles étaient les raisons un peu de tout ça. Donc, évidemment, l'inflation qui est revenue souvent, le recul du mécénat, comme vous le voyez, la baisse des subventions. Alors, qui est une baisse soit en nombre, soit en chiffres, soit en baisse relative, aussi par rapport à l'inflation. Le manque ou le désengagement des bénévoles. Alors, en fait, surtout un changement dans l'engagement du bénévolat. Donc, on l'avait déjà perçu d'ailleurs dans l'étude sur le bénévolat. Des vraies questions. La baisse des aides des OGC, si vous voyez ce que c'est, les organismes de gestion paritaire, les sociétés civiles type SACEM, Spedidam, Adami, qui ont des ressources qui sont liées aux droits des artistes, interprètes ou compositeurs. Et ce sont des ressources qui, de plus en plus, diminuent du fait de la baisse de la copie privée, de l'augmentation du streaming, vous savez, si vous avez entendu. Et donc, du coup, ils redistribuent, en fait, de moins en moins au festival. Et puis, à nouveau, donc, la stabilité des subventions par rapport à l'inflation. Donc, ça, ce sont les grandes raisons cumulées qui ont été communiquées par les festivals sur les difficultés rencontrées en 2023. Ensuite, on a fait un petit focus sur le fonds festival, justement pour commencer, parce qu'on a eu très peu de retours encore de chiffres par les directions régionales d'affaires culturelles, par les DRAC. On a déjà fait notre étude maison, mais on attend avec impatience d'avoir une étude d'impact sur le fonds festival. 42% des festivals avaient été aidés au titre de fonds festival. Il y a eu quand même beaucoup de refus. Il faut savoir qu'il y a 9 millions d'euros pour toute la France. Donc, ce n'est pas énorme non plus sur cette première aide du fonds festival, mais elle a le mérite d'exister. On a demandé un renfort et on ne cesse de le demander. On espère bien que déjà ça puisse être pérennisé et y avoir un renfort. Et puis après, on a demandé les types d'aides, puisqu'il y a 3 types d'aides. Et c'est là où c'est important de le regarder. Une aide ponctuelle, c'est une aide au projet, principalement pour 50%. Aide triennale, une aide sur 3 ans. Et aide transversale, seulement 4% d'aide accordée et demandée. Alors après, c'est ça. Ce qui serait intéressant, c'est savoir qui est-ce qui les a demandées. Donc je ne sais pas si on a le détail. Aide transversale, c'est justement une aide à la mise en œuvre de la transition écologique. Donc ça fait partie des aides qu'on peut demander. Mais après, il faut choisir entre demander une aide ponctuelle, une aide triennale ou une aide transversale. Donc en fait, de ce que j'avais entendu, moi, auprès des techniciens, c'est qu'il y avait très peu d'aides demandées à ce titre-là. Voilà, c'est aussi à noter par rapport à ça, c'est savoir si ça ne serait pas comment équilibrer ce fonds. Est-ce que ça ne peut pas être plutôt un bonus qu'un type d'aide? Voilà, c'est aussi les choses qu'on a à se demander. Voilà.
Après, on a demandé une chose aussi intéressante, c'est comment ils se projetaient pour 2024. 2024, il y a les mêmes raisons, mais il y a en plus de l'inflation et des difficultés financières l'impact des Jeux Olympiques, qui, je pense que vous l'avez entendu, pose plein de questions au festival, tant... Bon, je pense que c'est à peu près géré maintenant sur qui a le droit de maintenir son festival et quand. Mais restent les questions de l'impact sur le manque de techniciens, sur la location du matériel, mais pas seulement, au niveau du public aussi, hein, sur comment on supporte le fait d'aller en festival et puis pourquoi pas d'aller prendre son billet pour les Jeux Olympiques. Hein. Il y a des questions aussi d'inflation. Et puis une anticipation aussi sur le recul du mécénat. Donc, en fait, ces inquiétudes pour 2024, on les a bien notées et en même temps, on essaye en réseau d'essayer d'en discuter, de voir comment on peut arriver à partager nos préoccupations et surtout à essayer d'agir dessus. Hein. Sur les JO, par exemple, on a eu un nombre de réunions au niveau national et régional, hein, même au niveau de l'antenne, puisque ça, c'est une chose qu'on a fait aussi à France Festival. On a fait une antenne d'Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, et on est allé notamment voir le préfet, voir un peu comment ça s'organisait, quelles étaient les contraintes en termes de sécurité, enfin, essayer de s'appuyer, d'anticiper les choses. Et ça, c'est ce que permet aussi une fédération d'être plus nombreux et d'aller en nombre poser des questions, quoi. Et on a eu, en tout cas, déjà un premier dialogue et on va continuer petit à petit les choses. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je dirais, c'est pas non plus complètement... Ouais, Oui. J'arrive là. Non, mais ça ne marchera pas à la vidéo. Juste une petite question, justement, sur cet impact des JO. Du coup, je ne sais pas à quel moment vous vous êtes positionné sur ces données-là, mais est-ce que vous avez déjà cette visibilité sur le nombre de suspensions ou d'annulations d'éditions 2024 qui commencent déjà à être communiquées de la part de certains festivals et événements? Enfin, événements, pas votre sujet, mais a priori, normalement, ce qui était communiqué, c'est que tous les festivals pouvaient avoir lieu. La seule chose, c'est qu'il fallait que certains changent de période. Oui, effectivement. Voilà. Il y a cette question de pouvoir, dans le sens avoir le droit de. Voilà, c'est ça. Et le quand et le calendrier. Exactement. Mais il y a aussi d'autres raisons qui font que certains festivals Exactement. confirment déjà le fait qu'ils ne vont pas tenir des éditions parce que le calendrier et les ressources proposées ne conviennent pas. Les ressources calendaires et les moyens techniques disponibles ou le coût justement de mise en œuvre n'en vaut pas la peine. Là-dessus encore. Okay. Non, on n'a pas d'infos de remonter. La seule chose, c'est que moi, ce qu'on a entendu aussi, c'est que dans ces changements de période, effectivement, il va y avoir de la casse. Parce que, en fait, ça déséquilibre complètement l'écosystème de l'alternance des festivals, parfois, dans les régions. Et il y en a qui se retrouvent en concurrence avec un festival à proximité immédiate. Et donc, ils vont peut-être se lancer, mais avec, du coup, un risque certain. Donc, moi, je n'ai pas de données au niveau national. Je sais qu'il y a eu des alertes. Voilà, donc... Je te confirme que nous, avec les événements avec lesquels on travaille, il y a des énormes alertes et on en a déjà quelques-uns qui, en fait, c'est une proposition de report, mais elle n'est pas acceptable de toute façon, que ce sera en termes de calendrier, d'organisation, de compétences aussi. Il y a un gros enjeu compétences, on le voit. Mais oui, c'est déjà le cas. Hein, Et au-delà même des annulations et autres, dans les difficultés qui vont être liées au JO, bon, il y en a certaines qu'on peut anticiper. En fait, il y en a certaines qu'on peut très bien anticiper grâce à la Coupe du Monde de rugby, qui a déjà mis en lumière le fait que parfois la cohabitation pouvait être difficile ou simplement elle n'était pas nécessairement assez anticipée par toutes les parties prenantes dans certaines villes. Nous, on a un exemple notamment à Lille d'un de nos adhérents dont le festival se passait en même temps qu'un des week-ends de match qui se passait à Lille. Et il y a eu de grosses difficultés, même si ça a été anticipé depuis février-mars, en termes d'hôtels, tout simplement, par exemple. De transport. De transport des artistes et des publics des uns et des autres. Donc c'est dommage parce que... Et apparemment, il n'y a pas trop eu, en l'occurrence, pour ce cas très particulier, de passerelle entre les publics Coupe du Monde et Festival. Donc c'est des questions qui se posent. Mais pour l'instant, des données consolidées sur le nombre d'annulations pour les JO, on ne les a pas encore. Non.
Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là encore? On continue? Alors, on continue. On vous a fait tout ce bilan économique là et cette vision peut-être générale là, sur comment ça se passe d'être un festival et d'être une fédération aujourd'hui, pour qu'on voit aussi dans quel contexte travailler sur la transition écologique se fait. Donc nous typiquement c'est pas que notre cœur d'activité, enfin forcément c'est des questions qui sont extrêmement transverses, mais on s'occupe d'énormément de choses à la fois, et dans les questionnements des festivals, au-delà il y a simplement le fait de pouvoir survivre dans des contextes où même quand on a du public on n'arrive pas à trouver l'équilibre financier. Donc c'est un peu sur tout ça qu'on voulait souligner, mais maintenant on peut rentrer dans le cœur du sujet qui nous anime aujourd'hui et hier. Pour faire un petit point sur l'impact des festivals, il va y avoir beaucoup de graphiques, il y en a déjà eu beaucoup et il y en a encore plus. Ça, c'est pas des données qui nous appartiennent, ce sont les données du Shift Project, donc je vais pas trop les creuser parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les connaissent déjà. Mais on sait déjà que l'impact carbone principal pour les festivals, donc c'est la mobilité, des publics comme des artistes. Et on le sait. Et après, il y a évidemment donc l'alimentation qui est un gros point. Les boissons, l'électricité, tout ce qu'on sait. Donc là, j'ai mis les données du Shift. J'aurais pu citer les données qui ont été citées ce matin par HJC et The Green Room. Il y en a des tas qui vont tous dans le même sens pour dire que le principal impact, c'est donc les mobilités. Mais c'est pas très facile d'agir dessus. On essaye. Donc, une fois qu'on sait où sont les questionnements principaux des festivals, comment on fait en tant que fédération pour agir, et quels sont les questionnements et les actions. Donc d'un côté, on a le fait de discuter avec les pouvoirs publics pour pouvoir porter la voix de tous ces acteurs culturels, pour bien transmettre les questionnements, les problématiques qui se posent. Donc notamment, si on reste sur les mobilités, l'absence de transport en commun dans certains territoires, donc on va y revenir notamment avec Marine, mais sur s'il y a certains festivals qui sont en territoire rural, comment on fait pour faire venir les publics en train, s'il n'y a pas de train. Comment on fait pour s'adapter quand on a un festival, quand on est face aux effets déjà du changement climatique, quand on essaye de faire un festival en été. Quelles sont les conséquences et comment le ministère peut nous aider à s'adapter correctement, parce qu'il y a s'adapter en mettant de la clim et il y a s'adapter en trouvant des solutions qui sont un peu plus durables que ça. Comment on fait pour prendre le temps de se poser ces questions-là, et ensuite leur porter à leur connaissance toutes les actions des festivals qui sont déjà en place et celles qui manquent, et là où sont les difficultés précises de mise en action. Et ensuite, peut-être plus vers les adhérents, nous, ça nous aide de connaître ce que font nos adhérents, donc on leur parle beaucoup quand même. On essaye de les orienter donc, vers des pratiques plus vertueuses, de les mettre en relation avec des acteurs qui sont déjà très actifs, comme Aremax, de créer des ressources, des initiatives, de les mettre en réseau et de trouver des solutions pour les aider à se mettre en mouvement de manière constructive pour toutes et tous. On a fait une petite étude justement pour connaître nos adhérents, parce qu'on adore les études et c'est un graphique en plus. On a questionné nos adhérents récemment sur toutes les actions qu'ils mettent en place en termes de développement durable, de transition écologique et sociale déjà aujourd'hui. Alors quand on leur pose la question « Avez-vous déjà mis en place des actions dans le domaine du développement durable ?», la réponse est à 95% oui. C'est assez intéressant parce que forcément, alors toutes les actions ne sont pas les mêmes. On a des adhérents qui ont des actions extrêmement emblématiques et très larges, d'autres qui trient leurs déchets et qui se posent des questions sur l'alimentation et leurs prestataires, mais qui ont plus de mal. Mais quoi qu'il arrive, le fait est que 95% de nos adhérents arrivent à dire que oui, ils essayent de s'engager. On peut se poser la question de pourquoi les 5% restants n'ont pas encore commencé de démarche. Et c'est une vraie question parce qu'en fait, je pense que tout le monde est quand même un petit peu au courant que les transitions écologiques et sociales commencent à arriver et qu'il faut les prendre en main. Mais c'est déjà en fait très encourageant de se dire que 95% des gens ont au moins entamé une réflexion et des actions aussi minimes peuvent-elles être, ou aussi importantes peuvent-elles être aussi, parce qu'il y en a qui sont déjà très impressionnantes.
Et donc l'objectif de ces questions, je vais revenir sur un peu plus de détails après, c'est à terme de pouvoir créer un livret blanc en fait des bonnes pratiques de nos adhérents, parce que encore une fois j'y reviendrai, les grosses questions des festivals, c'est des fois qu'ils ont l'impression de manquer d'inspiration, de pas savoir par où commencer, comment faire. Donc on va essayer déjà de leur montrer ce que d'autres font et comment s'inspirer les uns des autres. Et ensuite, comment, du coup, éventuellement se mettre en relation avec d'autres pour apprendre, pour faire mieux, pour faire ensemble éventuellement. Et ensuite, pour nous, de connaître les besoins des uns et des autres pour mieux les accompagner. Quand on regarde les actions qu'ils mettent en place, c'est très varié. On voit que le premier lieu d'action de nos festivals, c'est la réduction des déchets. Donc plus de 80% de nos festivals sont engagés d'une manière ou d'une autre sur la réduction des déchets. Comment ? Oui, ça fait 20 ans qu'on se bataille. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas, j'adore juste ça parce que vous dites beaucoup de choses, c'est pas suffisant. On doit aller plus loin. Pour nous, c'est un levier d'engagement principal. On commence en triant en fait, et on va beaucoup plus loin. J'en ai parlé tout à l'heure, le carbone est intéressant encore une fois du point de vue de la quantification, mais c'est pas suffisant en fait. On parle des 7 limites planétaires qui sont atteintes. On parle d'extinction de la biodiversité, d'usage des ressources. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des GIR, c'est pour ça qu'on va aller plus loin. Donc tout est important. Là, partout où vous agissez. Donc lâchez pas surtout. Je te rends la parole. On lâche pas. Je sais. Non, mais on voit quand même que en tout cas c'est un des premiers leviers d'action, mais qu'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être diverses et variées. Donc pareil, ça peut être les mobilités, ça peut être donc sur l'alimentation. On a déjà, où est-ce qu'il est ? Je crois qu'on a un peu plus de 20% des gens qui ont déjà effectué un premier bilan carbone. Oui, c'est ça, c'est tout à droite, parce qu'on les aide à les faire. Donc c'est des bilans environnementaux, peut-être plus que bilan carbone d'ailleurs. Mais donc on a beaucoup de types d'actions différentes. Et après, on a aussi des besoins sur comment aller plus loin, parce que c'était ça la question aussi, c'était de nous comprendre pourquoi... donc vous mettez en place des choses et pourquoi vous ne pouvez pas aller plus loin, et là, comment vous n'arrivez pas à aller plus loin. Et de fait, les choses qui sont énormément ressorties, c'était bien les manques, donc je l'ai marqué, l'inspiration, la mise en réseau, des guides d'action. Donc c'est là, entre autres, qu'on essaye d'agir. Je vais revenir encore plus en détail après sur ce qu'on fait déjà. C'est la sensibilisation des pouvoirs publics, parce que parfois les festivals n'agissent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Je pense que tu pourras aussi parler plus en détail de comment c'est compliqué de parfois discuter avec certaines collectivités et parfois le ministère pour avoir des fonds qui sont dédiés à la transition écologique, parce que ça a un coût, on le sait toutes et tous ici. Et enfin des formations, donc c'est pareil, on essaye d'agir et je vais y revenir. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, France Festival, maintenant qu'on sait ce que font les festivals en tant que fédération ? On a beaucoup de leviers d'action. Pour aider à sensibiliser, on essaye de leur faire plusieurs offres, de faire à nos adhérents plusieurs offres de webinaires. Donc le dernier, ça a été pour présenter l'outil SEEDS, qui est un outil d'empreinte environnementale dédié aux acteurs de la culture. Je vous invite toutes et tous à aller vous rendre sur à consulter ce petit outil si vous ne le connaissez pas. Il a été pensé par et pour des acteurs de la culture, et il vous permet de faire un premier bilan de votre empreinte. Donc c'est pas tout à fait un bilan carbone, mais c'est pensé pareil. On leur offre, on essaye de leur ouvrir des espaces de partage, de réflexion, donc des formations encore une fois, et de leur trouver des partenaires. C'est un peu ce que je disais avant. Et donc sur les formations plus précisément, nos deux types de formations qu'on met peut-être le plus en avant à ce stade pour les dirigeants de nos structures à ce stade, enfin les membres des équipes en fait. Donc c'est d'abord la formation Arviva. Arviva, c'est je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent si vous êtes déjà dans le secteur culturel. C'est une association. Tu veux intervenir pour présenter Arviva, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, on vous retrouvez d'ailleurs dans les restitutions des GIR il y a 2 ans. On les a fait intervenir pour présenter le projet en clôture, justement. Non, du coup, c'est une association qui est donc encore une fois pensée par des acteurs de la culture pour la transition du spectacle vivant spécifiquement.
qui est aujourd'hui un espace de concertation entre un grand nombre d'acteurs, de fédérations, de réseaux, de syndicats de la culture, et qui nous permet, nous, de tous se mettre ensemble pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui de la transition écologique du spectacle vivant. Donc on a beaucoup d'actions, on a une feuille de route, j'en parlerai juste après, mais notamment il y a une formation qui a été créée qui a été commencée en octobre. Je vous invite à consulter le site internet d'Arviva pour savoir où il y en a. Il y a encore des formations qui sont disponibles, je le note, c'est à direction des directions, des structures culturelles. Il y en a encore disponibles d'ici fin décembre à Bourges, à Reims, à Lille, à Paris, à Toulouse, à Nantes et à Marseille, mais pas en Auvergne-Rhône-Alpes. Celle de Lyon était cette semaine d'ailleurs, mardi. C'est une formation qui est très intéressante. C'est une journée de formation, donc avec différents types d'acteurs du spectacle vivant. Donc ça, c'était intéressant aussi d'échanger entre des directeurs de salles, directeurs de compagnie, ensemble, festival. Et on a une journée de présentation, je dirais, tous azimuts, avec des ateliers aussi de co-construction. Donc je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à faire. Et c'est pris en charge à 100% par votre organisme de formation si vous êtes salarié. Et si vous n'êtes pas salarié, mais bien bénévole, vous pouvez aussi vous tourner vers le collectif des festivals. Donc là, pour le coup, c'est vraiment plutôt spécifique au festival, alors qu'Arviva, c'est pour toutes les structures de spectacle vivant. Mais donc le collectif des festivals, c'est une structure amie qui fédère les festivals bretons. Et qui organise nos formations, qui a des actions extrêmement exemplaires sur tout ce qui est question de RSE en général, mais beaucoup de transition écologique. Et donc ils ont des formations, et en fait je le précise ici parce que du coup ce sont des formations qui sont ouvertes à la fois aux équipes salariées, mais aussi aux bénévoles. Et comme c'est rare d'avoir des formations qui sont ouvertes pour des bénévoles, je le dis ici, leurs formations sont d'habitude en Bretagne. Mais pour nos adhérents, on peut les délocaliser aussi. Donc... Il y en a certaines qui sont en ligne en plus. Donc, Et il y en a certaines qui sont en ligne. Très rapidement, donc pour revenir sur Arviva, je le note parce que c'est important. Au sein d'Arviva, c'est un regroupement désormais de 17 organisations, réseaux, etc., qui se sont mis ensemble pour penser le futur du spectacle vivant, dont nous, pour penser le futur du spectacle vivant et s'engager sur une feuille de route de 3 ans. On essaye de discuter des 5 pôles que j'ai notés en dessous pour savoir ce que ça veut dire en fait, de faire une transition écologique au niveau systémique du secteur. Parce que ça pose énormément de questions sur comment les emplois vont être modifiés, comment on fait pour former tout le monde et comment on fait pour changer les financements du secteur public pour que tout le spectacle vivant soit engagé. Ça pose beaucoup de questions, et cette feuille de route, elle va être publiée en janvier, début 24, oui c'est ça, en janvier 24. Donc je vous invite à rester bien à l'affût de ce qui se passe chez Arviva, parce que c'est un engagement de beaucoup de professionnels du secteur. On a aussi, dans les autres engagements qu'on prend et dans une dynamique de mise à disposition de ressources, on a donc Starter, qui est, c'est pareil, je vous invite tous à consulter le site internet qui a été réactualisé très récemment. Starter, c'est un projet, donc c'est pareil, de beaucoup d'organisations, dont The Green Room, qui était là ce matin, et la Fédélima, je crois que j'ai vu ce matin aussi. C'est un site de ressources que vous pouvez consulter sur beaucoup de thématiques qui sont celles-ci, vous savez lire. Si vous allez consulter une des thématiques, vous pouvez vous trouver sur ça regroupe, j'ai du mal à parler, c'est la fin de la journée. Vous pouvez rechercher des fichiers, donc des articles, des études, etc. Vous vous retrouvez face à une liste comme ça. Et vous pouvez aussi retrouver un flash rapide de bonnes pratiques. Donc en fait, l'idée de Starter, c'est de pouvoir mettre en commun pour les acteurs culturels toutes les ressources qui, on le sait, existent déjà. C'est pas de réinventer la poudre, encore une fois, mais c'est de pouvoir mettre à disposition pour les acteurs culturels et autres plein d'informations qui sont très riches. Et c'est aussi un espace de veille entre nous, entre réseaux, pour encore une fois pouvoir rester bien en alerte et bien au courant de ce qui se passe dans le secteur de la transition écologique. Et donc ça, c'est toutes les thématiques, si vous ne les aviez pas déjà lues. Ah, il n'y a pas de photos. Il y avait des photos. Ah, il y a des photos. Super.
Très rapidement, je vais vous parler une fois qu'on a parlé du niveau national, etc., comment on fait pour s'intéresser peut-être plus proche du territoire encore et plus spécifique à chaque festival, comment on fait pour faire de la transition écologique. Donc on a mis en place un groupe de travail sur les festivals et ruralité, et je vais laisser Marine faire un petit témoignage. Non, c'est pour dire que c'est bien d'avoir des outils en ligne, mais c'est bien aussi de se rencontrer en vrai et de discuter. Et les groupes de travail qui se font sur des thématiques, ça peut être sur la transition écologique, sur les financements en milieu rural. Il y a aussi un groupe de travail sur les habitants et le public. Ça permet de se rencontrer, d'échanger les bonnes pratiques et de voir aussi les contraintes qu'il peut y avoir chez les uns et chez les autres. Donc sur la transition écologique, il y a un groupe qui s'est réuni et qui a déjà beaucoup travaillé. Et par exemple, dans les comptes rendus qu'on voit, donc c'est un peu les difficultés qui peuvent être rencontrées au quotidien de l'organisation du festival. Donc on a parlé de la mobilité des artistes, la mobilité des habitants, quels sont les freins, les outils concrets que chacun peut avoir mis en place, quelles sont les forces aussi qu'ils ont pu rencontrer. Ils travaillent sur un guide des bonnes pratiques, sur un mapping en fait des ressources et des accompagnements, sur des outils de communication, sur un plaidoyer aussi auprès de nos collectivités, sur concrètement qu'est-ce qu'on a au quotidien. Et puis sur les transports, je sais qu'il y a des échanges, notamment sur des solutions que les uns et les autres ont pu trouver. L'idée étant de faire une charte de voyage, d'arriver aussi sur une charte des repas aussi, sur l'alimentation, un plan détaillé. Donc tout ça, ça nous donne en fait, en plus des outils numériques, donc vraiment du concret, c'est-à-dire on échange concrètement. Et alors ce qui m'a frappé, moi, c'est que quelle que soit l'échelle du festival ou la spécialité du festival, en fait, puisqu'on a eu travaillé avec Jazzin Marcia, qui est un gros festival que vous connaissez peut-être dans le Gers, Cordes en Balade, notre festival, ou Chailleul, qui sont des festivals en milieu rural, mais beaucoup plus modestes. On avait parfois vraiment des choses en commun, mais alors vraiment très intéressante. Ah, mais toi aussi, ça t'est arrivé. Oh, mais ça, mais j'y suis jamais arrivé. Enfin, voilà. Vraiment, d'échanger ensemble, ça permet de se dire, mais attends, on n'est pas tout seul dans son coin, essayer de mener son truc et ne soit pas y arriver, soit trouver, par exemple, emprunter des voitures à la collectivité avec tous les problèmes qu'on a eus. Enfin, bon, les navettes qui fonctionnaient pas, ou la plateforme de covoiturage idéale. Enfin, voilà. Tout ça, ça permet concrètement d'échanger et c'est très, très riche dans un réseau, dans une... De pouvoir nous mettre en lien. Et c'est vrai que Madeleine le dit, mais elle le dit très modestement, ils animent ces groupes de travail. On a des comptes rendus et ça, c'est très précieux. Donc voilà, ça permet d'avancer ensemble, en tout cas. Voilà, donc sur le réseau. Donc ça, c'était un niveau plus proche des territoires. Et puis après, on essaye aussi d'avoir une action européenne parce que... la transition écologique, ça nous concerne tous et on est obligé de parler à nos voisins aussi, c'est normal et c'est bien. En fait, ça nous permet aussi de souligner un peu le fil rouge de nos actions, c'est qu'on essaye, nous, de coopérer avec beaucoup d'acteurs et d'aider les festivals à coopérer entre eux. Ça a été un peu le fil rouge de toutes ces rencontres à Remax, en plus la coopération, donc c'est bien. On a eu plein de coopération, gouvernance, engagement. C'est super, on est vraiment dans le thème. La nuit tombe et la lumière grandit. Donc oh là là. Non, mais donc... Très rapidement, on est membre de l'association européenne des festivals et à travers ça, on participe aussi à l'association Pearl qui permet de mettre en relation toutes les associations d'employeurs du spectacle vivant à l'échelle européenne, enfin des réseaux d'employeurs de spectacle vivant. Et donc ça nous permet, donc encore une fois, de parler, d'être en veille, de comprendre ce qui se passe au niveau européen aussi, d'avoir une vision sur les politiques européennes. Donc entre autres, par exemple, publié en mars, il y a eu ce cookbook. Vous pouvez faire de la cuisine avec le Green Deal européen. Mais pour essayer de le comprendre et savoir ce que ça veut dire en tant que manager culturel. Et je ne vais pas y creuser parce que je crois qu'on a du temps. Je vais te laisser présenter... ce que font vraiment les festivals au jour le jour. Ouais, c'était pour lancer aussi le débat et à partir de notre échelle de Cordes en Balade, de dire voilà, nous on est parti
de comment on pouvait au niveau de notre festival faire des choses et donner un peu des idées et savoir si vous aviez aussi des échanges possibles, hein. Donc sur les actions en cours, d'avoir une charte éco-responsable. On fait aussi beaucoup de coopération avec les festivals qui sont autour de Corne-en-Balade en Ardèche. L'idée des droits culturels, des tarifs sociaux, d'une communication responsable, d'une billetterie dématérialisée qui a été faite d'ailleurs suite au Covid au départ, hein. Programmée aussi avec un engagement sur les artistes locaux. Et donc le plan d'action dans l'avenir, on va essayer de mettre en place une enquête des publics et notamment sur la mobilité. Et donc, on est en train, avec Marie, que je vous disais, qui avait été membre des ateliers, de voir comment mettre en place cette enquête pour avoir une vraie vision du public. Et on va se lancer aussi sur le calcul de l'empreinte carbone, peut-être via l'outil SIDS, d'ailleurs, dont on a assisté au webinaire, donc vous avez vu tout à l'heure, hein, qui est un outil qu'on a pu voir, qui est tout à fait adapté au spectacle vivant et au festival. Mais c'est pas une mince affaire de se lancer là-dedans. Donc voilà, donc on est prêt. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un peu où on en est nous. On est dans une étape et c'est vrai que modestement, on essaye de faire avancer tout ça et en même temps, on est prêt à avancer vraiment de plus en plus vite. Et surtout d'échanger et prendre les bonnes pratiques. Donc voilà, si vous avez des questions, des échanges par rapport à tout ce qu'on s'est dit, on est là, même si je crois qu'on est un peu pile poil dans le timing. C'est parfait. J'ai toujours ce rôle horrible, mais c'est moins horrible que pour les gens d'atelier tout à l'heure. Merci beaucoup. On a quand même quelques minutes pour prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Une question là-bas. Attends, faut que je te file le micro. Alors, je ne sais pas si c'est confidentiel, mais c'était pour savoir quels étaient les outils que vous faites pour faire l'enquête sur la mobilité, ce que vous sollicitez au festival. Non, c'est pas confidentiel, c'est juste que c'est en cours. Donc là, on va s'appuyer, je le fais sous la contrôle de Marie, mais par l'Agence départementale du tourisme, qui peut mettre en œuvre, avec nous d'ailleurs, hein, une enquête qui se fera du coup pour tous nos publics, après le festival, via un questionnaire qu'ils recevront en ligne, de savoir d'où ils viennent, comment ils sont venus, est-ce qu'ils ont fait du covoiturage, est-ce qu'ils se sont posé la question du développement de nous, etc. Et ensuite, ils vont pouvoir analyser, parce que c'était ça aussi le temps, hein, pour analyser le questionnaire, et du coup, nous remettre un tir à part de l'observation. Donc nous, on a choisi de travailler avec l'Agence départementale du tourisme. Après, peut-être qu'il faut repérer l'opérateur qui peut vous aider à ça. Je ne sais pas si, Marie, tu avais repéré d'autres opérateurs qui pouvaient nous aider. Parce qu'on avait pensé de la faire nous en interne, mais c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de temps et puis il faut être équipé pour ça, hein. Voilà. Et l'échantillon de festival qui est choisi, c'est les festivals de votre fédération ou bien il y en a plus à part cela? Là, en l'occurrence, c'est pour le festival Corne-en-Balade qui est en Ardèche. Donc, on va travailler avec l'ADT Ardèche. Après, je ne sais pas, au niveau de France Festival, s'il y a un outil qui est proposé sur la mobilité, je ne pense pas. Chacun va développer sa façon. Il y en a qui font des questionnaires eux-mêmes, hein, je dirais en interne, qui questionnent leur public. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont proactifs là-dessus, hein, mais je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait un outil conseillé au niveau de la fédération. Non. Est-ce que la question, elle portait sur ce qu'on a présenté au début? Oui. Quand ils font une enquête de médiabilité. Ah oui, de manière générale, ce que font les festivals. Oui, non, bah, du coup, tu as le meilleur exemple. Et puis après, je pense que on peut aussi consulter l'outil Certer pour vérifier s'il n'y a pas un outil spécifique mobilité qui est bien recommandé pour les structures culturelles. Allez, une dernière question. Moi, je voulais savoir, alors j'ai peut-être loupé, mais est-ce qu'il y a des travaux ou des réflexions de travaux qui sont faites sur l'impact notamment des festivals sur la biodiversité et les nuisances qui existent de plus en plus, notamment quand on parle de milieu rural. Et parce que je me souviens que je crois que c'était sur Glastonbury où il y avait un impact sur je crois que c'était des poissons ou des anguilles en bas du festival sur qui on avait trouvé des traces de LSD, par exemple.
après le festival. Et je trouve qu'il y a un sujet là-dessus où on parle tout le temps d'impact carbone, mais quid de l'impact de la biodiversité du coup? C'est une bonne question. Les chiffres précis, je ne pourrais pas les donner. Oui, il y a des questions sur des choses en cours sur les nuisances sonores qui touchent, donc qui ont trait à la fois aux nuisances sonores auprès des riverains. C'est notamment une question pour les festivals de milieu urbain, mais aussi sur la biodiversité. Et je ne voudrais pas m'avancer, mais je suis presque sûre que We Love Green a fait des études typiquement là-dessus. Je peux compléter sur ça plus localement aussi. Autour du grand parc de Miribel-Jonage, il y a une zone Natura 2000 assez importante. Il y a pas mal d'événements qui s'y font. Il y a beaucoup d'actions et d'attentions qui sont faites aussi là-dessus. Je sais que le Woodstower fait un gros travail sur ces questions-là aussi. Donc n'hésitez pas à les contacter parce que c'est évident qu'on ne peut plus faire des événements si au moins on n'a pas l'étude d'impact dessus. Et j'ajouterais que l'outil Arviva, donc c'est un outil d'empreinte environnementale qui donc n'est pas un outil d'empreinte carbone. Premièrement parce qu'il n'utilise pas la méthodologie d'étude d'empreinte carbone, mais il permet aussi de mesurer une empreinte sur la biodiversité. C'est un enjeu qui a été pris en compte dans la création de l'outil. Outil SEEDS. Je confirme, SEEDS est un très bon outil. Hein. C'est très intéressant. Je vous conseille fortement d'aller dessus et de vous autonomiser aussi. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On va clôturer. Il nous reste quelques minutes encore. On va clôturer tout de suite. On a la chance d'avoir avec nous Florestan Groult. Florestan, tu es la lourde charge d'être vice-président de la métropole à la politique sportive et à la vie associative, si je ne me trompe pas. On s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça, sur une table ronde menée par Mediatone à Discover, où justement tu intervenais sur les enjeux de, je la fais courte, mais de l'impact et des valeurs et de l'éducation aussi populaire qu'il y a par les valeurs du sport. Isabelle Petiot, donc la VP des chaînes, nous a fait l'honneur d'introduire les GIR. Je te laisse le soin de faire la clôture. Alors c'est à la fois un honneur et c'est à la fois un exercice difficile. Il faut qu'on change cette photo. C'est pas l'événement du jugement. Alors d'habitude, j'aime pas trop conclure sans avoir pu participer autant que j'aurais voulu aux journées. Mais je tenais à le faire d'une part parce qu'en fait avec Paul, on a largement discuté en amont sur les GIR, sur l'édition de cette année, sur le contenu que vous alliez travailler tous ensemble, et aussi parce qu'il me semble important qu'il y ait une représentation politique dans ces événements, politique au sens premier du terme, c'est-à-dire gestion collective d'un intérêt général à redéfinir un petit peu en permanence. Et on a une responsabilité très forte à montrer que les élus et les politiques publiques aussi s'emparent des sujets que vous avez discutés, sont prêts à être interpellés, sont prêts à être bousculés aussi. Moi, j'ai basculé, mais j'étais aussi acteur associatif avant, et je suis fermement convaincu que les acteurs associatifs doivent garder leur rôle d'interpellation. Et donc, c'était important et symbolique pour moi d'être là ce soir. Quelques mots déjà sur quelque chose qui est au centre de vos préoccupations, c'est la notion d'événement. Et déjà, je voulais vous dire, l'événement, on en a besoin. On en a besoin dans le monde tel qu'il est actuellement. On a besoin pour notre vie sociale de ces événements. Alors moi, je vais forcément être un petit peu partial et vous parler sport. Vous aviez eu la culture l'an dernier avec Cédric Van Stevendel. Mais c'est vrai que le sport, il y a dans la manière de l'aborder historiquement cette culture de la performance, cette culture de la production d'activités sportives qui aujourd'hui est dépassée et accompagnée vers des enjeux de voir le club de sport, l'événement sportif comme des espaces de mise au travail de comment on souhaite faire collectivement. Et les clubs de sport, dans leurs événements, se saisissent de ces enjeux, et nous, on essaye vraiment de les voir
comme des petites familles sociales où on peut mettre au travail les notions de transition écologique, on peut mettre au travail les notions de justice sociale, on peut mettre au travail les notions d'égalité femmes-hommes, parfois d'une manière peut-être mieux saisissable qu'à l'échelle d'une ville ou à l'échelle de la société tout entière. Le sport ou les événements sportifs et culturels, c'est une manière très concrète pour les habitantes et les habitants de se saisir de ces notions qui, lorsqu'on parle de transition environnementale, peut parfois être un petit peu vertigineuse. Alors oui, mais comment on fait? Quel modèle il faut? Est-ce qu'il faut sortir du capitalisme? Enfin, du coup, parfois c'est un petit peu vertigineux. Et au sein d'un club de sport, au sein d'un événement sportif, on peut se saisir de ces enjeux. J'ai vu beaucoup, alors j'ai des amis aussi dans la culture que j'ai vu, mais j'ai vu aussi beaucoup d'acteurs sportifs avec lesquels on travaille, qui sont à l'origine et qui accompagnent les clubs de sport et les événements sportifs dans cette logique-là. Et je crois que c'est vraiment un formidable levier. C'est un levier aussi dont je voulais vous dire, il est 17h, il est presque 18h un jeudi soir. Soyez-en fiers, vraiment. Revendiquez-le. Vous êtes... je pense, voilà, la pointe émergée, la force motrice d'une transition qui est absolument indispensable. On est dans un monde où parfois les sujets écologiques sont un petit peu balayés d'un revers de main, les sujets sociaux aussi. Malheureusement, on voit que le climato-sceptisme revient quand même assez largement. Donc vraiment, soyez fiers. Et j'ai l'habitude de dire, en tant qu'élu, on représente un petit peu les habitantes et les habitants de la métropole de Lyon. Et donc c'est vraiment une fierté, un honneur de ces actions-là. Défendez-le parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin parce que quand on parle de limites planétaires, c'est hyper politique ce que je fais là. C'est ton boulot. Mais c'est bien. Quand on parle de limites planétaires, on va bientôt rentrer dans le dur. C'est-à-dire que jusque-là, on disait ouais, ok, alors on est d'accord pour dire qu'il y a un mur, mais il est dans 200 km. Et là, il y a un mur qui est là à moins d'1 kilomètre et il va y avoir quand même vraiment quelque part une forme de, pas de rapport de force, mais enfin on peut le dire comme ça, mais en tout cas un vrai combat pour que ces limites planétaires soient installées, intégrées dans tout ce qu'on va faire. Et donc à la fois l'événement est indispensable et à la fois du coup la manière de faire ces événements doit absolument prendre en compte ces limites planétaires. Je regarde juste un peu mes notes. Soyez fiers, je l'ai dit. Aremax, vous le mettez dès votre présentation, vous travaillez sur les comportements des usagers de vos événements et vous travaillez aussi sur le modèle d'organisation. Je pense que c'est vraiment la combinaison de ces deux volets-là qui est indispensable et qui marche. À la fois, pour moi, agir sur les comportements individuels est une absolue nécessité, mais c'est aussi une absolue nécessité que l'éco-geste devienne aussi le premier pas d'un itinéraire, entre guillemets, de politisation, sans que ça soit un gros mot, mais de prise de conscience des modèles systémiques qui sont à l'œuvre et qui agissent et qui conditionnent nos possibilités de réussir cette transition environnementale. Donc, à mon avis, n'hésitez jamais à lier effectivement l'éco-geste à une réflexion systémique sur les modèles qui intègrent ou pas les limites planétaires. Et donc, nous, on a une responsabilité en tant qu'élus politiques, je pense, dans l'exigence autour de toute notre commande publique, dans nos choix et nos décisions concernant les acteurs avec lesquels on veut travailler. Et vous aussi, en tant qu'organisatrice ou organisateur, n'hésitez pas à aller chercher de l'exigence sur vos prestataires, sur les personnes avec lesquelles vous voulez vous entourer. Il y a cette notion d'héritage à chaque événement qui est de dire que quand on vient de manière éphémère, il y a toujours un avant et un après, mais il y a toujours une petite empreinte sur le sol.
ou avec les poissons qui sont en trip de LSD. Mais justement, je trouve que c'était intéressant parce que ça montre que dans tous les vraiment dans tous les recoins des impacts d'un événement, il y a un héritage sur le site, sur les gens qui ont bénéficié d'un moment de bonheur que vous leur avez offert grâce à eux. Et cet héritage, cette émotion, il faut le voir comme l'impact à court terme, mais aussi sur qu'est-ce qui reste dans ce site une fois que l'événement est parti, à la fois pour la faune et la flore, à la fois pour les humains. Est-ce qu'un événement il doit entièrement disparaître entre deux éditions? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut qu'il y ait l'animation d'une vie sociale, d'une vie écologique autour de tout ça, qui permet aussi de se dire le moindre impact, ce n'est pas forcément d'être invisible, c'est peut-être de choisir ce qu'on veut animer et ce qu'on veut faire vivre entre les différentes éditions d'un événement. Alors là, ça devient philosophique en fait. Voilà. Et donc, comme c'est philosophique, j'ai noté concret à la fin de mon intervention, parce que je suis bientôt à la fin. C'est vrai, je confirme. Il C'est écrit sur son téléphone. Après vous avoir dit tout ça, j'ai envie de dire n'hésitez jamais. N'hésitez jamais à vous lancer, n'hésitez jamais à échanger entre vous, n'hésitez jamais à rejoindre un réseau, n'hésitez jamais à faire une petite action, à avoir une petite exigence de plus. Tous ces efforts-là, ils seront utiles et je pense que ces événements de rencontre comme les GIR, ils sont géniaux. Et après, l'effet des GIR, c'est le petit truc que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez décider de mettre en place ou de mettre en œuvre. Et enfin, pour conclure, justement, ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai regardé les GIR, quand j'ai discuté avec Paul et dans les échanges qu'il y avait juste avant là, c'est cette lecture extensive que vous avez de l'écologie. Moi, j'aime bien parler de l'écologie qui regroupe à la fois les enjeux de biodiversité, d'environnement, mais aussi les enjeux d'humanité. Et le fait d'avoir aussi une écologie humaine dans la manière de conduire vos événements, dans la manière de faire ensemble avec les bénévoles, dans la manière de choisir, dans la manière de s'écouter, dans la manière d'essayer parfois de décider collectivement autrement. Ça, c'est un enjeu qui est, à mon avis, aussi important. Et n'hésitez pas à essayer d'explorer ça. Toujours en lien avec une forme d'éducation populaire sur comment on refait société plus juste et plus écologique ensemble. En tout cas, merci beaucoup à Remax pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. Et puis bonne soirée. Merci beaucoup. C'est prévu. Oui. Oui, quand même, parce que là, mais on peut vous soutenir aussi financièrement via un réseau du sport écologique, inclusif et solidaire. Et donc ça, en fait, c'est le souhait que tous les acteurs du sport dans l'événement ou dans le club sportif puissent obtenir à la fois un accompagnement en lien. On va vraiment essayer de s'articuler avec les réseaux déjà existants. Ça ne sert à rien de refaire ce qui se fait déjà très bien. Mais aussi, il y aura chaque année une enveloppe de soutien financier qui peut vous permettre, quand vous êtes acteur du sport ou acteur de l'événementiel du sport, de venir avoir des moyens en plus de l'accompagnement humain. Merci beaucoup Florestan, c'était important pour nous que tu sois là et pour ces mots forts, on a besoin de l'engagement politique derrière. On est sur l'écologie politique et plus de la politique de l'écologie, donc je te remercie d'être là. Juste question réseau aussi, on en a parlé de l'émergence du réseau concret, on en avait parlé ensemble, convergence des filières comme on l'a fait sur les GIR, donc on aura l'occasion de recroiser tout ça, je pense. Je prends la parole pour vraiment clôturer cette fois les GIR. Je vais remercier les partenaires. Alors d'avant tous les partenaires, je vais vous remercier vous. Il est tard, vous êtes là, vous ne pouvez plus. Moi, je suis rincé aussi, je peux vous dire. Mais merci d'être là. Les mots que tu as employés sur la fierté, je m'y rejoins tout à fait. Soyons fiers collectivement des actions qu'on mène parce qu'on n'a pas de toute façon le choix que d'agir.
Donc vous avez une grande responsabilité. Et donc on compte sur vous. Pour les partenaires, je remercie évidemment la métropole de Lyon qui finance cet événement, qui nous soutient depuis beaucoup d'années avec une vraie prise d'ampleur ces derniers temps. Une pensée toute particulière pour tout le service déchets et prévention déchets, avec une attention particulière pour Fabien et Dorine, qui c'est un plaisir de travailler avec vous comme ça. Donc, merci. Le Centre national de la musique qui nous soutient aussi et qui reconnaît nos expertises, c'est précieux pour nous. Le programme Maïs Sport Planète, Écolosport et Pioche. Je reviens sur l'apéro Pioche après Jean-Paul. Écolosport, merci Eddy pour l'atelier que tu as mené. Merci à tous aussi les intervenants et intervenantes qui ont mené des ateliers sur les présentations. C'était dense, mais c'était impactant. Encore une fois, je vous enjoins à vous abonner à ces 2 médias parce que vraiment, c'est le monde qui change et c'est chouette. VSS, notre régie vidéo préférée, qui est là-bas, qui est là jusqu'au bout, qui enchaîne des journées de dingue et qui a résolu tous les problèmes techniques les uns après les autres. Et je peux vous dire qu'il y en a eu. Donc on est content, bravo. Merci à la Maison de l'Environnement pour son accueil, pour son existence aussi, c'est important, mais pour son accueil parce qu'on était vraiment très bien ici. Et enfin, je remercie aussi chez Marty, vers qui on va aller après. Je vous demanderai un petit truc en partant, c'est de remercier toutes les équipes d'Aremax aussi, parce qu'elles ont fait un boulot incroyable. Alors là, il y en a qui prennent des notes là-bas, ils n'ont pas arrêté. Il y en a partout qui sont déjà en train de démonter. Il y a Lauriane, que vous avez bien identifié, et Julien, qui bossent dessus depuis 3 mois à fond. Donc n'hésitez pas à leur dire merci, parce que pour eux, c'est important. Tous nos bénévoles aussi, sans eux, on ne serait rien, je ne le répéterai jamais assez. Donc merci beaucoup. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai un petit message personnel pour ma fille Méliane, qui regarde et qui me manque déjà. Donc voilà, je vais vous parler de l'apéro Pioche maintenant. Donc on se retrouve à 19h30 chez Marty, c'est au Hall de la Martinière. Apéro engagé, c'est-à-dire, ça résume tout, engagement de l'apéro. On va finir sur une belle punchline. 19h30, 1h chez Marty, les Halles de la Martinière. Très bel endroit, un endroit qui a du sens, une très belle cuisine, des très bons produits, des gens qu'on aime beaucoup. 2 artistes qui viennent, Déborah M. La Bagarre et Sakou Sahara. Ce sont des artistes qui font partie du roster de Pioche. Et Pioche engage les artistes à venir jouer parce que ce qu'on défend, c'est aussi une fête et surtout à s'exprimer aussi sur les enjeux de création artistique à l'heure de l'urgence climatique. Donc retrouvons-nous toutes et tous autour de ça. On est ravis de vous proposer ça ce soir. Et enfin, je vous remercie. Les prochaines gires, il y en aura certainement un temps à Marseille. On doit avoir ça, discuter un petit peu. On verra avec nos amis de Bipôle et le Festival Le Bonheur. Je vous invite à aller au Festival Le Bonheur, d'ailleurs, très très bel événement. Et puis on se retrouve l'année prochaine aussi ici, à Lyon, pour continuer cette dynamique. Merci beaucoup pour ces 2 belles journées.